Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Gestion durable et biodiversité, un atout pour votre structure. Je suis Margot Dubois, technicienne environnement à Fredon Grand Est et c'est moi qui animerai cette séance. N'oubliez pas que ce webinaire est préenregistré. Cependant, je suis derrière mon écran pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à les poser dans l'espace chat situé à droite. Merci de votre participation. Pour commencer ce webinaire, une rapide présentation de notre structure. Fredon Grand Est est une organisation et un réseau d'expertise unique en région. Nos activités s'organisent autour de trois axes: la santé des végétaux, la santé publique et la protection de l'environnement. Vous pouvez nous retrouver sur nos sites de Reims, Saint-Ponge, Malzéville ou Célestat. Ce webinaire se déroule dans le cadre de nos activités du pôle environnement. Nos activités s'adressent principalement aux collectivités territoriales, aux entreprises prestataires en espaces verts, aux étudiants du paysage, mais aussi et plus largement à tous les gestionnaires d'espaces verts. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos activités, n'hésitez pas à nous contacter, nous essaierons de répondre au mieux à votre besoin. Au sommaire de ce webinaire, une introduction sur les enjeux d'une gestion durable des espaces extérieurs, puis un premier chapitre concernant l'entretien, quelles sont les méthodes de gestion écologique des espaces verts, et un deuxième chapitre sur la création, comment créer des espaces verts qui deviendront de bons supports de biodiversité. Mais commençons tout de suite avec l'introduction. Quels sont les enjeux d'une gestion écologique des espaces verts? Eh bien, le premier enjeu, c'est la préservation de la biodiversité. Donc, à l'évocation de cet enjeu de préservation de la biodiversité, nous pouvons nous poser la question de pourquoi il est important de préserver la biodiversité. Alors, on définit la biodiversité comme tout ce qui est vivant sur notre planète et cette biodiversité, il est nécessaire de la préserver pour 2 raisons. Et la première raison, c'est que, la biodiversité nous rend des services inestimables chaque jour. Par exemple, 35 de ce que nous mangeons, dans son cycle de production, a vu l'intervention, de la faune ou de la flore sauvage. De même, 60 de notre pharmacopée est issue de la faune ou de la flore. On peut citer par exemple, l'acide salicylique, le principe actif de l'aspirine, qui est issu du saule. La deuxième raison, c'est que nous faisons face à la sixième extinction de masse des espèces, voilà, de toutes les espèces vivantes, autant faune que flore. Et quand on regarde de plus près aux facteurs d'érosion de cette biodiversité, on remarque que, les 5 facteurs sont dus, à l'humain. Le premier facteur et un des plus importants, c'est, le fractionnement et la dégradation des habitats. À la base, la faune et la flore s'épanouissent heu, dans des écosystèmes naturels, mais depuis la révolution industrielle, heu l'anthropisation, c'est-à-dire, la marque, de la civilisation humaine, sur le territoire est de plus en plus, prégnante. En effet, il y a de plus en plus de routes, de plus en plus de villes, de plus en plus, d'espaces commerciaux et toutes ces infrastructures humaines perturbent, les échanges entre les écosystèmes. Comme vous pouvez le voir sur la photo à droite où nous avons 2 puits qui potentiellement hébergent, des individus d'une même espèce. Cependant, ces individus ne peuvent pas se croiser et ne peuvent pas se reproduire ensemble parce qu'ils sont séparés par diverses infrastructures humaines, donc des infrastructures, agricoles comme des champs, par des routes, par des villages qui du coup, rendent impossible la migration d'un puits vers l'autre. Et donc finalement, c'est un appauvrissement de la biodiversité, dans le sens où il y a un manque de brassage génétique. Un des autres problèmes, de facteurs d'érosion de la biodiversité, c'est la pollution. Donc la pollution lumineuse, la pollution atmosphérique, la pollution avec les microplastiques, toutes ces petites pollutions qui, en fait, gênent, la, la vie et la reproduction, des espèces, végétales et animales. Ensuite, la mondialisation et les divers échanges au niveau mondial,
amène à l'introduction d'espèces dites exotiques et envahissantes. Alors, nous avons des espèces envahissantes des endémiques, pas exotiques, voilà. Nous avons des espèces, envahissantes qui sont, endémiques, qui viennent de France, comme par exemple la clématite sauvage, mais ces espèces, peuvent être maintenues et voilà. Le problème des espèces exotiques envahissantes, c'est elles ne peuvent pas être régulées puisqu'elles ne sont pas dans leur écosystème d'origine. On peut par exemple penser à la renouée du Japon. Voilà. Le quatrième facteur, c'est le changement climatique. Donc, voilà, les écosystèmes sont créés sur un climat particulier. Le changement climatique, lui, est très rapide et les espèces animales et végétales, n'ont pas le temps de s'adapter au changement climatique et donc risquent de périr, si ce changement est trop rapide. Le cinquième et dernier facteur est la surexploitation des espèces, encore une fois par l'homme. On pense notamment à la pêche intensive, qui ne permet pas le renouvellement des stocks de poissons dans les océans et qui va devenir problématique et pour le maintien de la biodiversité, mais aussi pour l'homme à long terme. Donc, une des conclusions qu'on peut faire sur pourquoi préserver la biodiversité, alors il faut préserver la biodiversité car sans la biodiversité, notre vie et notre besoin en technique et en industrie serait heu, bien plus grand et ensuite, la biodiversité s'érode à cause de l'homme donc l'homme se doit de préserver la biodiversité, autant que faire se peut. Ensuite, quand on parle de biodiversité et d'écosystème, il y a un effet qui est important de noter, c'est ce qu'on appelle l'effet domino. Donc les écosystèmes, c'est une somme, de liens entre le vivant et les éléments abiotiques de l'écosystème et donc lorsqu'une espèce dans un écosystème, va s'éteindre, elle va fragiliser l'intégralité de cet écosystème et donc vous imaginez bien que dans un écosystème, lorsque plusieurs espèces vont être en danger, eh bien, l'écosystème risque de s'effondrer, ce qui amène des déserts et des problèmes. Ces écosystèmes sont nécessaires à la vie humaine, donc il est nécessaire de les préserver. Donc, vous avez bien compris qu'il était important de préserver la biodiversité, mais du coup, quelle est la place des entreprises du paysage au sein de cette problématique de préservation de la biodiversité? Eh bien, c'est très simple. Heu, les entreprises, du paysage, modèlent chaque jour, notre territoire et contribuent à la biodiversité par des chantiers d'entretien, de tout ce qui va être gestion de l'existant, mais aussi par des chantiers de création et donc il paraissait important pour nous, dans nos actions de préservation de la biodiversité, de s'adresser aux entreprises du paysage afin de les sensibiliser à cette problématique et et de les accompagner peut-être vers des méthodes, plus respectueuses de l'environnement. Nous allons, maintenant parler des méthodes de gestion, écologique. Donc on va vraiment parler du chapitre entretien et on va commencer par, les pelouses et les espaces enherbés qui sont des chantiers, heu, récurrents, qui sont souvent soumis à contrat, pluriannuel. Hem, Jusqu'à 2005, l'entretien d'une pelouse, c'était, de la tonte et encore majoritairement, sur la majorité des espaces, une pelouse étendue. Depuis 2005, avec l'arrivée de la gestion différenciée, de plus en plus d'espaces en herbe ont été traités de manière différente. Donc soit par de la fauche tardive, c'est-à-dire une fauche en novembre uniquement, soit avec de la tonte différenciée, c'est-à-dire, découper l'espace en plusieurs, en plusieurs étapes et donc faire seulement une étape à chaque tonte plutôt que de tondre l'intégralité de l'espace. Alors pourquoi c'est important, de moins tondre? Eh bien, principalement parce que plus la végétation est haute, dense et naturelle, plus la faune va pouvoir s'épanouir et donc quand on parle de faune, on va parler majoritairement d'insectes, mais aussi de petits mammifères, de petits reptiles. Donc les espaces, tondus régulièrement à des hauteurs de 4 ou 5 centimètres sont très peu propices à la biodiversité, alors qu'une fauche tardive qui va être, par exemple, fauchée en novembre avec bien sûr en veillant à laisser
des îlots qui, eux, ne seront pas fauchés afin de laisser les bisannuels sauvages se reproduire. Là, vous avez vraiment une réflexion sur l'écologie, sur qu'est-ce que cet espace peut apporter à la préservation de la biodiversité. L'avantage aussi de la fauche tardive et de la tonte différenciée, ça va être l'aspect ludique de la chose. C'est des méthodes qui sont encore peu répandues et donc qui vont éveiller l'intérêt de la population. On peut aussi travailler sur du pâturage pour des espaces qui sont assez grands et qui le permettent, donc soit avec des chèvres, des moutons, des ânes, des chevaux, peu importe. Alors là, en termes de gain de biodiversité, il n'est pas énorme il n'est pas, il est pas énorme puisque, les végétaux seront toujours à ras. Par contre, en termes, d'évitement de pollution, en fait, comme, les tondeuses sont des animaux, finalement, on évite quand même pas mal de carbone comparé à des machines. Je voulais aussi attirer votre attention, sur les espèces exotiques et envahissantes dont je parlais dans l'introduction. Donc, il y a des espèces exotiques envahissantes animales et végétales et là où les entreprises du paysage ont un réel intérêt, pour nous Fredon et heu, pour, heu, pour l'intérêt général, c'est, que, ces personnes qui sont habituées à travailler avec le végétal savent reconnaître les espèces exotiques envahissantes et savent les signaler. Je pense notamment, par exemple, à l'ambroisie, qui est une plante allergisante. L'agence régionale de santé cherche à faire un suivi de cette plante pour, heu, voir comment on peut gérer le problème et maintenir la population d'ambroisie au minimum. Les entreprises du paysage, si elles savent détecter la présence d'ambroisie, vont faciliter le travail de l'ARS. Maintenant qu'on a parlé des pelouses et de leur intérêt, en termes de biodiversité, on va parler de désherbage. Au niveau du désherbage, on ne va pas vraiment avoir d'impact sur la biodiversité pure et dure. Au contraire, quand on parle de désherbage, on va plutôt, nuire à la biodiversité puisqu'on enlève des végétaux qui sont parfaitement adaptés à leur milieu. Par contre, là encore, on évite d'énormes pollutions puisque, les produits phytosanitaires sont souvent très stables dans leur environnement et donc on a des pollutions actuellement aux produits phytosanitaires et notamment aux désherbants qui sont assez importantes. Donc depuis le 1er janvier 2017, les communes ont l'interdiction de trader avec des produits phytosanitaires de synthèse, sauf exception comme par exemple les terrains de sport et les cimetières. Et on incite de plus en plus les gestionnaires privés à se passer de produits phytosanitaires avec, par exemple, la SNCF qui lance une énorme consultation pour savoir comment se passer et qu'attend le public. Donc là, on ne va pas vraiment travailler à la préservation de la biodiversité, on va vraiment parler de la gestion durable. Quand on parle de désherbage sans produits phytosanitaires, donc sans désherbage chimique, on va parler de désherbage mécanique et thermique. Et donc, on va commencer par le désherbage mécanique. Le désherbage mécanique, on peut encore lui aussi le scinder en deux. On a le désherbage mécanique où l'action va être manuelle, comme avec la binette ou la houe maraîchère. Et puis, on va avoir des actions mécaniques qui sont, elles, motorisées, comme par exemple la débroussailleuse à lame réciproque, les têtes de balayeuse métal ou les sabots rotatifs. Ce désherbage mécanique va permettre de travailler le sol en superficie pour arracher les plantules et maintenir la végétation spontanée au minimum. Ensuite, vous avez un désherbage thermique qui est très populaire, dans les collectivités territoriales parce qu'il est extrêmement polyvalent. Néanmoins, en termes de pollution, il est plus important puisqu'il y a quand même cette combustion de gaz pour créer la chaleur qui peut, voilà, être vue comme polluant aussi. Donc voilà pour les méthodes de désherbage curatives hors phyto. Néanmoins, toutes ces méthodes polluent plus ou moins, sauf forcément les méthodes manuelles, mais qui, elles, sont vecteurs de troubles musculo-squelettiques et donc c'est des choses qu'on cherche à éviter quand on va parler de techniques alternatives, puisque c'est une crainte, des salariés et des agents, que, l'arrêt des produits phytosanitaires, en fait, nuise à leur santé puisque les techniques alternatives vont leur demander beaucoup plus d'efforts. Donc on va plutôt passer sur des méthodes préventives.
L'une des plus faciles à mettre en place étant la végétalisation. La végétalisation, ça va permettre de travailler sur la biodiversité, ça va permettre aussi de travailler sur l'aspect esthétique et ornemental et ça va permettre de gagner du temps en termes de désherbage. Donc c'est des solutions qui sont vraiment intéressantes. Alors on ne peut pas tout végétaliser forcément et quand on végétalise, il y a aussi de la pédagogie à apporter pour que, les espaces, par exemple, ne deviennent pas, des endroits où les détritus sont déposés, ou des canicites. Voilà. Je voulais faire un focus aussi sur la végétalisation des talus qui est très intéressante. Donc, je parlais il y a quelques minutes des troubles musculo-squelettiques. La végétalisation d'un talus permet réellement de limiter les troubles musculo-squelettiques puisque l'effort de porter une débroussailleuse ou une tondeuse en pente, l'effort est très important et amène des troubles musculo-squelettiques. Donc la végétalisation de talus par des plants de couvre-sol, par des arbustes, par diverses méthodes, est vraiment une méthode préventive intéressante en termes de biodiversité, en termes de troubles musculo-squelettiques et en termes, de gain de temps. Ensuite, on peut passer sur des réaménagements, plus globaux, je sais pas. Et donc, quand on parle de ces réaménagements, on va mettre, le végétal au cœur du projet. Je ne vais pas m'étendre sur les réaménagements parce que c'est quelque chose dont on va beaucoup parler dans la création, puisqu'en fait le réaménagement revient à une création. Et puis ensuite, il va y avoir en méthode préventive tout ce qui va être revêtement perméable. Donc, en général, c'est des résines mélangées avec soit du béton, soit des copeaux de bois, qui vont permettre à l'eau de passer, mais les adventistes ne pourront pas pousser. Donc voilà pour les techniques de désherbage. Si vous souhaitez en parler un peu plus longuement, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je serai ravie d'échanger avec vous plus longuement sur le sujet. On peut ensuite parler de fleurissement durable. Alors, le fleurissement durable comporte deux choses. La préservation, enfin trois choses plutôt. La préservation de la ressource en eau, l'adaptation au changement climatique et bien sûr la biodiversité. Alors, les annuelles qui peuplent nos massifs sont très intéressantes. Elles sont florifères. En général, elles permettent quand même le nourrissage de pollinisateurs. Néanmoins, elles sont très gourmandes en eau et elles peuvent être aussi très, très gourmandes en fertilisants. Donc du coup, quand on va travailler avec quand on fait du fleurissement durable en annuel, on va plutôt aller sur de l'annuel semé et qui peut se ressemer d'une année sur l'autre, comme par exemple le pavot de Californie ou le coquelicot. Alors, c'est des espèces qui ont quand même un désavantage, c'est que comme elles sont très faciles de culture, elles ont une tendance à très très bien occuper l'espace. Et donc, il faut veiller à ce qu'il y ait quand même une certaine diversité pour que les espaces ne soient pas trop monotones. Par contre, ces annuelles semées sauvages ont un réel intérêt pour la biodiversité et en plus, elles ont cette capacité de floraison précoce et tardive qui permettent aux pollinisateurs d'avoir de la nourriture en sortant d'hibernation et juste avant d'y rentrer. Donc elles ont vraiment un intérêt heu, heu, important pour la biodiversité. Ensuite, de plus en plus, on va supplanter les annuelles par des vivaces. Alors, les vivaces, en tant que support de biodiversité, peuvent être vraiment intéressantes puisqu'elles sont là pour plusieurs années. Donc, par exemple, en termes de biodiversité du sol, le sol va vraiment avoir le temps de s'organiser autour de cette plante plutôt qu'une annuelle où le substrat va être systématiquement retourné. Et puis, les vivaces demandent un peu moins de temps en termes d'entretien, sont moins gourmandes en eau normalement puisqu'elles ont des systèmes racinaires qui vont être beaucoup plus développés et beaucoup plus profonds. Et puis ensuite, je voulais parler des fleurs sauvages et de la prairie fleurie. Donc fleurs sauvages et prairies fleuries sur espace enherbé. C'est une technique qu'on n'a pas évoquée tout à l'heure parce que je voulais vraiment la conserver pour le fleurissement durable. La prairie fleurie, c'est une bonne solution lorsqu'il s'agit de mêler ornemental, esthétique et biodiversité. Ça permet de faucher tardivement. Il y a quand même beaucoup de fleurs qui permettent aux pollinisateurs de s'épanouir. Et il y a cet aspect esthétique qui ravit en général les clients.
Lorsqu'on va parler aussi de fauche tardive, avec exportation, petit à petit, les fleurs sauvages vont revenir et au bout de plusieurs années, on arrive à avoir des pelouses, alors des pelouses calcicoles ou des pelouses sèches qui sont vraiment, heu, intéressantes en termes de floraison et là, encore une fois, les fleurs sauvages étant parfaitement adaptées au milieu, on peut avoir des floraisons qui s'étalent, qui sont beaucoup plus longues que celles des annuelles. Donc, encore une fois, le fleurissement durable, c'est pas changer tout du tout au c'est pas changer du tout au tout. Par contre, c'est apporter un conseil pour que, les clients qui souhaitent avoir quelque chose de plus durable, sans faire de concessions forcément sur l'esthétique, puissent avoir des compromis, qui réussissent aux 2 objectifs. Ensuite, on va parler de la gestion du patrimoine arbustif et arboré. Donc, quand on va parler du patrimoine arbustif, il faut bien, différencier, les linéaires de haies qui, eux, vont avoir besoin d'une taille régulière parce que, l'ampleur, des arbustes n'est pas adaptée à leur fonction de, comment dire? D'accompagnement de voirie. Et donc, ces haies-là, ne rentrent pas vraiment dans ce que je vais présenter, c'est-à-dire la taille douce des arbustes. Donc, la taille douce va vraiment, s'appliquer pour des arbustes qui sont, plantés, en individuel ou en massif et donc le but, c'est vraiment de ne plus donner de forme géométrique, mais de suivre la forme naturelle du port de l'arbuste. Et là, le plus important, ça va être de former, les salariés et les agents à, savoir reconnaître un arbuste pour savoir comment le tailler. C'est une montée en compétences, mais qui peut être très intéressante dans le sens où la qualité ornementale d'un arbuste, lorsqu'il est taillé de manière respectueuse, de son port naturel, est beaucoup plus intéressante et en plus, ça améliore sa durée de vie. Quand on va parler du patrimoine arboré, c'est pareil, il faut scinder les tailles de formation, les tailles d'entretien, des tailles de sécurité. Les tailles de sécurité, elles, sont inévitables puisque, en effet, la sécurité passe avant tout. Mais ensuite, quand on va commencer à parler de taille de formation et de taille d'entretien, on va pouvoir aller vers des tailles douces avec, des formations d'arboristes grimpeurs ou, voilà des formations d'arbres depuis très jeune. Il faut savoir que plus vous plantez un arbre jeune, plus sa chance de survie et son implantation sera meilleure et donc du coup, on peut avoir des tailles de formation qui se font sur site. Voilà, donc ça, c'est des petits, des petites choses à mettre en place. Alors, la révolution ne se fera pas sur le patrimoine arboré en termes de gestion durable. Bien sûr, il faut faire attention aux périodes de nidification et voilà, au suivi des ravageurs, notamment des ravageurs exotiques. Et donc là, il est important de mettre en place une méthode de protection biologique intégrée, de manière à préserver au mieux votre patrimoine ou le patrimoine de vos clients. Donc en conclusion, une gestion écologique des végétaux ligneux améliore leur qualité environnementale et leur durée de vie. On va passer maintenant à la deuxième partie de ce webinaire sur la création d'espaces verts qui deviendront, eux, des supports de biodiversité. Quand on va parler d'espaces verts et de réaménagement, il est important de remettre le végétal au cœur du projet et heu et de penser le végétal en tant que tel, en tant qu'un être enfin, comme un être vivant, hein, c'en est un et donc penser à mettre, le végétal dans une situation écologique qui lui convienne. En parlant gestion durable et pelouse, quand on va implanter une pelouse, on peut penser bien sûr à l'ensemencement sur mélange terre-pierre. Donc c'est une technique, que je serais ravie de partager avec vous, mais hélas, le temps du webinaire ne me permet pas de présenter l'intégralité. On peut aussi implanter, des mélanges rustiques qui du coup demanderont moins d'entretien, notamment moins d'arrosage et on peut implanter des méthodes à pousse lente qui du coup permettent de limiter le nombre de tontes. Donc là encore une fois, c'est de la pelouse, le but c'est qu'elle soit rase, donc du coup, comme on ne peut pas travailler sur le volet biodiversité, on va travailler sur le volet baisse de la pollution. Et bien sûr, on peut conseiller un développement de la végétation spontanée pour les enherbements.
C'est des méthodes qui sont, enfin, c'est des méthodes qui existent, qui demandent beaucoup de patience puisque, il faut compter entre 3 et 5 ans pour que la végétation spontanée, ait de loin le même visuel qu'un espace qui a été semé, mais c'est des choses qui peuvent être faites. Ensuite, on va reparler de fleurissement durable et de végétalisation durable, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on va créer le projet, il est important de voir, de remettre le végétal au cœur du projet et donc de penser, quelle place est disponible et quel végétal peut, remplir cette place sans «déborder» entre guillemets. Donc, par exemple, sur des petites places, ne pas mettre des arbres de grand développement, ça permettra de limiter la tonte et enfin de limiter la tonte, de limiter la taille surtout. La tonte a priori non, mais voilà. Donc l'écologie de l'espace, donc c'est pas seulement l'espace disponible, hein, c'est aussi, la quantité de substrat disponible, l'ensoleillement, le type de terre qui sera mis dans les fosses et ainsi de suite. Et donc le 2e point, c'est de, limiter les besoins en arrosage. Alors, déjà pour limiter, le nombre de passages, et aussi pour avoir des espaces qui seront plus résilients face aux futures sécheresses, qui nous attendent, ouais, à cause du changement climatique. Donc pour les arbres et les arbustes, c'est toujours pareil, il faut choisir les espaces en fonction de l'écologie et de l'espace disponible, et les arbustes comme ils ont une durée de vie plus longue que les vivaces, enfin parfois, pas tout le temps. Il faut choisir une espèce adaptée sur le long terme et c'est là où ça se complique puisqu'il faut prendre en compte le changement climatique et comme on ne sait pas exactement ce qui va arriver dans les années à venir, on ne sait pas, exactement, ce qu'il faut planter. Donc là, par esprit de conservation, on va plutôt aller sur des espèces rustiques. Ensuite, en conseils généraux sur, le choix de le choix de la palette végétale et sur l'aménagement, on privilégiera toujours l'infiltration de l'eau sur site via des noues ou via des mares, comment dire, éphémères, donc qui n'apparaissent qu'au moment de la saison des pluies. Bien sûr, le paillage doit toujours être systématique, il ne faut pas laisser la terre à nu. Alors pour 2 raisons, ça évite, une partie des travaux de désherbage et ça permet de conserver, l'eau dans ça permet de conserver l'eau dans le sol. En tant que prestataire de service, vous pouvez proposer des paillages qui vont être plus écologiques, par exemple, avec votre propre broyat, donc qui va être un déchet, par exemple, d'un autre chantier et donc à mon sens, c'est une valeur ajoutée de proposer un broyat qui est local, qui est issu de déchets et donc qui va quand même resservir et voilà. Donc ça, pour moi, c'est un plus commercialement parlant de pouvoir tracer en fait le paillage. Et ensuite, il va falloir parler du conditionnement du végétal, mais ça, il y a toute une diapo ensuite, donc j'y reviendrai. Je voulais vous présenter l'outil Floriscope que je vous invite, à aller voir, alors après le webinaire. Mais c'est un outil qui permet justement de sélectionner une palette végétale. Il y a une base de données avec les données écologiques, de chaque végétaux et les intérêts pour la biodiversité et ornementaux. Et donc du coup, Floriscope peut vraiment vous aider à réduire votre palette végétale. Donc je vais vous parler, du conditionnement. Donc et je vous l'ai dit un peu plus tôt, plus vous plantez un végétal, jeune, plus il a de chances de reprendre et de mieux s'épanouir. On le voit, très souvent au niveau des arbres. Dans les projets d'aménagement, on veut tout de suite cet effet, majestueux de l'arbre, donc on va planter des gros sujets et ces gros sujets, pour qu'ils reprennent, c'est un peu plus, comment dire? Complexe. Voilà. Alors que finalement, quand on plante des sions, ça va beaucoup mieux. Mais bon, il y a quand même peut-être un juste milieu à trouver entre un sion et un arbre, qui fait, peut-être déjà, 3-4 mètres de haut. Alors, quand on pense au conditionnement aussi du végétal, je pense surtout là aux arbustes et aux arbres. Il va y avoir le conditionnement en conteneur, le conditionnement en motte et le conditionnement à racines nues. Le conditionnement en conteneur, c'est très pratique, parce qu'on on peut planter une majorité de l'année. Néanmoins,
le substrat qui est présent dans le conteneur ne sera jamais le même que le substrat qui sera, planté. Donc les racines qui sont déjà présentes, voilà, le végétal aura peut-être un peu plus de mal à s'adapter. Voilà, donc c'est le seul bémol que je mettrais sur le conditionnement, sinon mais encore une fois, le conditionnement conteneur est très pratique, donc je comprends complètement. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est choisir un fournisseur local, déjà, qui peut produire des végétaux certifiés végétal local. Alors les végétaux certifiés végétal local ne sont pas forcément des végétaux, endémiques de la région. Par contre, c'est des végétaux qui ont été plantés, heu, dans la région et du coup qui connaissent déjà, le climat et qui sont donc déjà adaptés. La renommée du fournisseur est très importante. En général, un bon fournisseur, voilà, les noms sont connus et puis, bien sûr, il y a toujours les modalités de livraison et de reprise qui sont très importantes quand on choisit, le type de végétal qu'on va implanter. Enfin, c'est pas le type, mais quand on choisit le végétal. On choisit toujours la taille en fonction du projet. Si c'est des projets de nature, par exemple, si ça va être une renaturation, il y a aucun problème à planter, des conditions enfin des sujets très petits type sion ou quenouille, puisque c'est des projets, qui voilà, qui vont voir le jour, enfin voilà, qui prendront forme dans plusieurs années. Par contre, c'est vrai que sur des projets de centre-bourg, il y a cet intérêt esthétique qui doit être immédiat et donc on va aller plus sur de la tige, de la demi-tige, des choses comme ça. Ensuite, en termes de gestion durable et de biodiversité, il est important d'avoir un chantier exemplaire. Alors, qu'est-ce que ça signifie? La première chose, c'est, de préserver au maximum l'existant, donc la protection des arbres, la protection des pelouses, notamment, face aux véhicules roulants qui vont arriver sur le chantier et la protection des revêtements, notamment des macadams. Alors la protection des arbres est très importante. Quand les arbres sont préservés dans un projet, il est important de les protéger. Alors pas seulement avec, du drap agricole, mais plutôt des sortes de coffrages de 2 ou 4 mètres carrés qui vont permettre en fait, si par exemple un camion recule, il percutera donc ce coffrage sans atteindre le tronc. Il faut aussi penser aux racines, au tassement. Si on roule trop près et trop régulièrement, autour d'un, autour d'un arbre, forcément il va y avoir un tassement qui risque de, supprimer l'air dans la terre et donc d'asphyxier les racines. La protection des pelouses peut être pensée pour que, les véhicules roulent le moins possible sur les pelouses et bien sûr, on peut penser à mettre des protections pour éviter les ornières notamment. Protection des revêtements, ça c'est plutôt classique. En consommable, on préconise des outils et des matériaux durables, des consommables biodégradables comme par exemple les huiles et on peut aller par exemple sur des outillages qui vont être électriques pour réduire la pollution sonore. Un chantier exemplaire, c'est un chantier, qui se veut communicant, donc avec, qu'est-ce qu'on fait sur site? Quels sont les projets? Alors là, c'est pas forcément, le prestataire qui doit s'y atteler, mais c'est aussi, le commanditaire qui doit, hem, qui doit communiquer sur ce qui se passe. Par contre, vous pouvez mettre en avant, sur le chantier que vous faites, des, hem des actions en faveur, par exemple, de la protection de l'existant, de la gestion des déchets et toutes ces choses-là. Ce qui peut aussi marcher, pour tous les prestataires de paysage, c'est la charte d'engagement. Donc la charte d'engagement, c'est un document, que vous écrivez vous-même ou, bon voilà, ou vous signez une charte d'engagement et donc vous vous engagez à à plusieurs choses. Donc par exemple, à avoir uniquement des consommables biodégradables, à travailler au maximum, sur la biodiversité, à, privilégier des fournisseurs qui sont locaux, toutes ces choses-là. Et cette charte d'engagement, c'est un réel atout lorsque vous présentez votre projet au client. Voilà, et c'est une charte qui va au-delà de la qualité puisque c'est une charte globalement, d'implication dans, la préservation de la nature et dans la préservation de la biodiversité. On
Pareil, dans le choix dans le chantier exemplaire, il y a aussi le choix des matériaux et là se pose une question assez assez amusante puisqu'on veut des matériaux durables, donc qui durent, très longtemps, mais qui par contre sont recyclables et qui pourront être valorisés par la suite. Donc il faut trouver le juste milieu entre un matériel qui est durable des années et des années mais qui par contre va pouvoir être recyclé. Heu, Typiquement, j'ai noté le bois, c'est la photo que vous voyez en haut à droite et puis vous pouvez choisir des productions qui sont labellisées pour vos matériaux. Alors j'ai mis, pareil pour le bois FSC et PEFC, qui sont des labellisations de bois et puis on peut privilégier, par exemple, des matériaux d'origine locale. Quand on va choisir un bois de classe 4, on peut choisir enfin voilà, la propriété naturelle du chêne et du mélèze, c'est d'être de classe 4 de base. Par contre, tous les autres enfin, c'est une partie des autres bois devront être traités pour atteindre ce niveau de classe 4, donc imputrescible et donc choisir les propriétés naturelles des matériaux plutôt que de choisir des matériaux qui ont été traités, c'est une manière de limiter les pollutions mais aussi, voilà, d'avoir une certaine qualité d'exécution des travaux. Voilà pour tout ce qui est, chantier, exemplaire. Heu, je voulais vous présenter, un chantier sur lequel on a travaillé. Donc voilà, avec un prestataire, qui a été, super de bout en bout. Hem et donc on a utilisé alors c'est un chantier de réaménagement cette fois-ci et on a utilisé 7 solutions différentes. Alors c'est un exemple, c'est un chantier vitrine, donc le but c'était de mettre le plus de solutions possibles pour que lors des visites, les personnes se rendent compte un peu de tout ce qui est possiblement, faisable. Donc on a végétalisé un talus ombragé pour limiter la tonte. On a végétalisé des espaces, difficiles d'accès, encore une fois, pour limiter la tonte. Donc on a mis des sédums entre le mur et l'anneau de manière à ce que, la personne qui entretient n'ait pas à enjamber l'anneau et les plantations de l'anneau pour aller tondre derrière. On a fait plantation de végétaux nourriciers pour que, les employés du site se réapproprient, l'espace. On a installé un potager pour la même raison. On a redensifié une haie pour l'aspect biodiversité, donc c'est une haie vive qui est composée de, 4 ou 5 espèces différentes, si mes souvenirs sont bons. On a végétalisé l'Anou, alors c'était plus un aspect, esthétique cette fois-ci, puisque le but c'était de montrer l'Anou paysagère et son intérêt et on a mis en place sur les espaces en pelouse restants une fauche tardive. Donc c'est un projet qui a été réalisé en 2020. On n'a pour l'instant pas le recul nécessaire sur l'entretien. Par contre, ce dont je vous parlais il y a quelques minutes, les traverses qui composent le potager sont des traverses en chêne, plutôt que des traverses, de conifères qui ont été traitées. Donc ça, c'est un exemple qui est visible sur l'Axou. Si vous souhaitez le visiter, si vous souhaitez qu'on en parle un peu plus longuement, vous n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. C'est pour le coup, c'est moi qui suis ce projet-là. Donc comme on a vu et on termine la partie création et on commence la conclusion, les espaces verts, maintenant, ils sont au service de la biodiversité, mais aussi et surtout de l'homme. Donc les espaces verts, ils ont plein de rôles maintenant. C'est des milieux qui sont favorables à la faune et à la flore. Ils offrent un abri, de la nourriture. On peut aussi, avec ces espaces verts, améliorer la qualité du sol et on peut, contribuer aux trames vertes et aux trames bleues, donc à la perméabilité, des infrastructures humaines à la faune et à la flore aussi d'ailleurs. Les espaces verts servent aussi à gérer les eaux de pluie. Ils servent de régulateurs thermiques. Ils permettent de diminuer les îlots de chaleur urbains. Les végétaux, captent la poussière et les polluants. Par exemple, un arbre de grand développement, peut stocker jusqu'à 20 kilogrammes de poussière par an et ensuite ils améliorent, le cadre de vie, le confort et la qualité de vie. Donc vous l'aurez compris, les espaces verts vont rentrer dans une démarche, de gestion écologique.
et de préservation de la biodiversité. Et donc du coup, les entreprises, donc ça c'est une demande de plus en plus importante, hein, d'avoir des espaces verts qui sont respectueux de la nature. Et donc les prestataires de services, en espaces verts vont devoir, enclencher des démarches environnementales globales. Alors c'est des choses qui sont déjà, comment dire? Commencées, mais maintenant il s'agit de le formaliser et d'aller jusqu'au bout. Et dans ce cas-là, il faut surtout pas hésiter à nous contacter si vous avez des questions. On peut vous accompagner, on peut faire voilà, on aura toujours, on essaiera toujours de vous accompagner au mieux, vers cette sur cette démarche environnementale, sur ces diverses montées en compétences et surtout, sur toutes les techniques qui peuvent être mises en place. Donc je vous invite encore une fois à me laisser vos coordonnées et à ou à me contacter ou à discuter avec moi. N'hésitez pas, je serai ravie de vous répondre et d'essayer de vous aider au mieux. Si vous souhaitez aussi, vous pouvez contacter, le site de Reims ou le site de Célestat, où mes homologues seront ravis de vous répondre. Pour ma part, j'en ai terminé, donc voilà, je vous laisse mes coordonnées si vous souhaitez me contacter. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.